Après des épisodes sur l'histoire du concept d'art à la préhistoire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et à la Renaissance, notre série Métaesthétique vous propose d'entrer dans les grandes problématiques des beaux-arts qui naissent à la Renaissance et qui sont encore globalement les nôtres. Une question classique de l'esthétique naît en effet dès cette époque, y a-t-il une beauté naturelle ? La nature était envisagée comme un cosmos harmonieux par les antiques et le christianisme médiéval. Il était donc évident qu'il y avait une beauté naturelle. C'était même la beauté première, l'œuvre du créateur de la nature, Dieu lui-même, et les artistes ne pouvaient qu'humblement la prendre pour modèle au moment d'inventer leur propre beauté dans leurs œuvres. Mais cette nature apparaît de plus en plus inquiétante à la Renaissance, à mesure qu'on en découvre l'étendue et la diversité, avec des territoires jusqu'alors inconnus que vont découvrir les grands explorateurs. À cette époque, on passe aussi, comme le dit Alexandre Coiré, du monde clos à l'univers infini, ainsi qu'on peut le voir dans notre épisode sur les révolutions scientifiques. L'astronomie nous dévoile qu'il y a bien d'autres planètes et étoiles, et que nous ne sommes sans doute pas le centre de l'univers naturel. On aperçoit alors la petitesse de notre monde dans la grandeur des espaces infinis, si effrayants pour Pascal. Certains, à partir de là, ne pourront plus croire en la centralité de la créature divine qu'était censée être l'homme dans l'univers. La création est-elle donc si belle que cela ? Sa grandeur, que certains jugent encore édifiante ou sublime, et pour d'autres, un inharmonieux et incompréhensible chaos. Il est vrai que la nature est pleine de violence et de mort, de peste et autres maladies, de tremblements de terre et d'inondations qui ravagent les pauvres efforts humains pour la rendre habitable, et d'énormément de paysages plus hostiles qu'agréables à l'œil. Y a-t-il vraiment un plan derrière sa luxuriante diversité, un créateur divin que les artistes pourraient encore imiter et révérer ? Ou bien faut-il y voir un simple assemblage de hasards ? Ce doute est celui de la modernité. La foi en Dieu et l'harmonie de sa création déclinent lentement, la foi en l'homme et sa puissance à inventer des beautés qui n'étaient pas jusqu'alors dans la nature et sont donc plutôt du côté de l'artificiel que du naturel se développent dans le même temps. Les artistes, qui ont si longtemps pris pour modèle une nature qu'ils pensaient belle, harmonieuse et planifiée par Dieu, se demandent alors quel pourrait être le modèle pour la création humaine si ce n'est plus cette nature. De quelle beauté s'inspirer si ce n'est plus celle de la création divine ? L'idée de beauté artificielle a-t-elle du sens ? Comment fonder sinon les canons de beauté ? Ce sont toutes ces questions que contient la problématique de beauté naturelle à laquelle on s'est souvent référé dans l'histoire de l'art et sur laquelle nous allons revenir dans cet épisode. Du XIVe au XIXe siècle, au moment où naît l'idée moderne d'art, l'imitation de la nature est le but de l'art. La nature est en effet considérée comme le modèle de la beauté, et plus généralement de la perfection, que les hommes devraient admirer, révérer, chanter et viser dans leurs propres œuvres. Mais il n'en a pas toujours été ainsi au cours de l'histoire de l'art. Au Moyen-Âge, les formes et les couleurs étaient plus symboliques que naturelles. On représentait les corps à plat, sans volume, très figés, parce que le mouvement et le réalisme étaient des préoccupations mineures, et qu'on suivait des codes représentatifs et des traditions édictées par l'Église. On peignait certains personnages plus grands parce qu'ils étaient plus importants. On attribuait des couleurs, des poses et des motifs à certains saints spécifiques, et le tout était de savoir déchiffrer les symboles. La Renaissance, elle, rompt avec ces traditions. C'est d'abord pour des raisons matérielles et techniques que les artistes vont s'intéresser à plus de réalisme. Si les peintres médiévaux préparaient leurs couleurs à base de pigments de plantes ou de minéraux écrasés avec du blanc d'œuf pour en faire une pâte, qui séchait très vite, obligeant à peindre rapidement et à ne pas faire de reprise sur une œuvre, le peintre flamand Jan van Eyck perfectionne une nouvelle technique au début du XVe siècle en remplaçant l'œuf par de l'huile, pour faire une peinture à l'huile qui prend plus de temps à sécher et donne donc plus de temps au peintre pour travailler sa précision et la transparence des couches, qui donnent de la luminosité au tableau. De plus, l'époque redécouvre les textes anciens. Cela permet aux artistes de s'autonomiser un peu de l'Église et le choix des motifs se diversifie donc, en se permettant davantage de thèmes mythologiques. L'art de la Renaissance s'inspire de l'idée de mimésis antique, expliquée dans un autre épisode de cette série, pour se donner la mission d'un certain réalisme en rupture avec le symbolisme médiéval. Tout un ensemble d'observations sur la nature sont d'ailleurs amoncelées à la fin du Moyen-Âge qui font supposer une harmonie des proportions et des mesures dans la nature d'origine divine. La mission de l'art à cette époque sera donc l'imitation des proportions mathématiques à l'œuvre dans l'univers.
Grâce au dessin anatomique, aux recherches sur la perspective et à l'étude du paysage et de ses couleurs et profondeurs, le beau apparaît comme intelligible à l'artiste homme de science des XVe et XVIe siècles. Léonard de Vinci l'étudie de près grâce à des caméras obscura qui permettent de faire entrer la lumière dans une boîte noire pour tracer les contours précis des modèles et ajuster les proportions des corps. Évidemment, ce miroir de la nature implique déjà chez l'artiste une conscience des choix et distorsions. Il faut renverser l'image pour être fidèle à son apparence, oublier son sens immédiat le temps qu'on la copie fidèlement. C'est une mise entre parenthèses de la réalité qu'a d'ordinaire le monde pour nous, et donc un travail intellectuel de déconstruction du mythe de la nature comme donné immédiat à observer passivement. L'art est causa mentale, chose mentale pour Léonard de Vinci. Dire cela n'est pas qu'une pure idée tombée du ciel, c'est aussi pour lui un moyen de ne pas faire de l'artiste un simple artisan, mais de l'installer dans le monde des intellectuels, de rehausser son prestige donc, et son salaire avec. Si la nature est donc le modèle du beau, l'humain est capable d'invention en la matière lui aussi. L'artiste n'est pas que le copiste passif de l'œuvre de Dieu. Une foi humaniste nouvelle en la puissance créatrice de l'homme est en train de naître, et un intérêt pour l'originalité et la créativité de chaque artiste apparaît alors. Après l'époque de Botticelli, Alberti ou Dürer décrite dans l'épisode précédent, la Renaissance classique voit le triomphe d'une génération jugée parmi les plus grandes de l'histoire de l'art, qui prend explicitement la nature comme modèle des beautés que s'attellent à former les artistes. Michel-Ange sculpte le David, plus grand que nature, mais avec en tête de rendre l'harmonie parfaite du corps humain fait à l'image de Dieu. Il fait aussi la Pietà, d'après modèle, et il peint le plafond de la chapelle Sixtine et son Jugement dernier, certes comme une œuvre d'imagination puisque personne n'a vu le Jugement dernier, mais avec la volonté de représenter la beauté des corps de façon aussi réaliste que possible. Son œuvre fait d'ailleurs scandale, car ses 400 personnages étaient tous dénudés, même le Christ, mais l'Église les fait couvrir par le peintre Daniele de Volterra, surnommé pour l'occasion le porteur de culottes. C'est aussi l'époque de Bellini, de Véronèse, du Titien, mais aussi le Tintoret, une génération d'immenses artistes qui se réfèrent tous à la nature, qu'ils observent d'après modèle et dont ils idéalisent la beauté, en la pensant organisée par des formes intelligibles. L'idée s'installe qu'on a atteint, grâce à l'héritage antique et au perfectionnement moderne des techniques, une perfection dans les arts de la représentation, enfin à la hauteur de la beauté du monde. On espère codifier ces réussites, les intellectualiser dans des arts poétiques qui perdureront durant le classicisme. Il ne s'agit pas tant de définir l'art en son essence dans cette perspective que de définir le bon art, celui qui va réussir à plaquer de quérer, plaire et enseigner ou édifier. Encore une fois, l'œuvre la plus plaisante et la plus édifiante reste la création divine du monde qu'il nous faut admirer, et les artistes ne sont là en un sens que pour nous ouvrir les yeux sur ces beautés naturelles en nous incitant à mieux les voir, tandis qu'ils les copient. C'est surtout le grand peintre Raphaël, sommet de la Renaissance, qui devient la référence du réalisme à l'époque et l'expert du mouvement en peinture. Formé par Léonard à Florence, où il réalise des Vierges, des Madones et la fameuse Dame à la licorne, il va ensuite décorer le palais de Jules II au Vatican, rencontre là son amante et muse, la Fornarina, construit la basilique Saint-Pierre pour les Médicis et achève son chef-d'œuvre, la Transfiguration, avant de mourir de la malaria. On voit que la Renaissance classique croit donc dans l'idée de beauté naturelle. Mais l'expression beauté naturelle ne va pas de soi. Le beau naturel, est-ce vraiment la beauté de la nature? Est-ce la supériorité du naturel sur l'artificiel? Comment l'art peut-il alors s'en inspirer s'il est toujours création d'artefacts? L'art, n'est-ce pas toujours une invention humaine, où le réel n'est qu'un prétexte aux fantaisies de notre imagination? Ces questions hantent très tôt les artistes et penseurs. Le réalisme méticuleux et presque scientifique, qui est l'idéal de Léonard ou de Raphaël, va justement rapidement faire place, au milieu du XVIe siècle, à un art plus expressif et fantasque, où le réalisme compte moins, et la subjectivité et le regard de l'artiste davantage. La période qui suit développe maintes manières de peindre le réel, d'où son nom de maniérisme. C'est d'abord une réaction à la mort de Raphaël, qui est à l'époque un bouleversement. Personne ne pense en effet pouvoir faire mieux que lui.
Les artistes cherchent donc à s'en démarquer par une manière de peindre qu'ils trouvent dans un déploiement d'artifices de leur invention. Chaque peintre trouve un style qui lui est propre, qui le différencie des autres et qui lui assure ainsi sa légitimité artistique. Le courant, paradoxal, combine l'invention personnelle de l'artiste avec des codes précis à respecter pour être en accord avec la manière officielle. Il faut imaginer le maniérisme comme une langue commune que chacun parlerait avec son propre accent. Mais ce faisant, on ne conçoit plus le peintre comme un imitateur de la beauté de la nature cherchant à s'en rapprocher le plus objectivement possible, par un réalisme appuyé par l'étude scientifique, mais plutôt comme un créateur d'artifices. Le goût pour un artificiel qui se détourne du naturel se trouve ainsi chez Arcimboldo et ses portraits en fruits et légumes, qui ne semblent apprécier les productions naturelles que dans la mesure où elles peuvent entrer de façon divertissante dans le portrait que l'homme entend faire alors de lui-même. Le Gréco développe aussi une manière bien peu réaliste, avec ses grandes figures allongées, déformées, loin des proportions mathématiques usuelles, et découpées dans des toiles aux couleurs presque criardes, très vives et lumineuses, aux contrastes fulgurants. Cranach est lui aussi tout en contraste, avec ses figures pâles, bien découpées sur les fonds sombres. Dans cette société qui se transforme très vite, qui remet en question l'autorité papale, conduisant à la fin du siècle à la contre-réforme, le scepticisme va croissant et l'art maniériste s'en fait aussi le reflet. Mais le naturel n'a pas fini d'intéresser les artistes. Il va simplement se définir autrement. Au tournant des XVIe et XVIIe siècles vient une nouvelle rupture. C'est le Caravage, qui révolutionne le système de représentation au point qu'on nomme parfois cette période le caravagisme. Lui aussi est intéressé par le réalisme, et son idée de la beauté est aussi à l'imitation de la nature. Mais c'est une nature moins idéalisée et mathématisable que dans la Renaissance classique. Si les générations précédentes s'appliquaient à recopier la nature le plus vraisemblablement possible, le résultat était toujours empreint d'un imaginaire destiné à servir un modèle héroïque, issu de la pensée néo-platonicienne. Le nouveau sentiment de réalité proposé par le Caravage se veut une représentation fidèle de ce que voit l'artiste. Les corps sont ceux des modèles qui posent pour le peintre, qu'ils soient beaux ou laids. Les sentiments sont ceux des personnages, même s'ils ne maîtrisent plus leur passion comme à l'époque de la Renaissance classique. C'est donc une nature avec ses faces d'ombre que veut représenter le Caravage. Il est en particulier connu pour ses clairs-obscurs, ses scènes d'intérieur dans une obscurité éclairée à la bougie, et dévoilant des visages souvent emplis d'émotions. C'est une peinture plus proche de la vraie vie quotidienne, d'où le fait que les thèmes historiques ou mythologiques sont toujours insérés dans la mode vestimentaire ou l'architecture du XVIIe siècle. Ces cadrages insolites et son réalisme mordant vont pousser une génération d'artistes, comme Le Lorrain ou Georges de la Tour, à s'intéresser davantage au contraste, aux choses changeantes plutôt qu'aux grandes idées éternelles, et de là à la finitude humaine. Les personnages sont dorénavant en mouvement, pris dans le vif d'une action, les états de l'âme s'affichent sur les personnages, les canons esthétiques bien proportionnés et idéalisés de la Renaissance sont rejetés au profit d'un réalisme sans faille, non pas dans l'attachement aux détails à la manière flamande, mais à celui de la vie quotidienne, avec sa douleur, sa violence et pourquoi pas sa laideur. C'est une autre conception de la beauté et du réalisme qui voit le jour, et s'impose à l'art en lui ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. On entre alors dans l'époque baroque, qui n'est pas une rupture radicale par rapport au siècle passé, mais une évolution des codes de représentation vers plus de dramatique. À l'encontre des libertés prises au XVIe siècle dans la déformation des corps et l'aspect superficiel dans le rendu des sujets, on va vers le naturalisme, mais ce naturalisme n'est plus celui de la nature idéalisée de la Renaissance, c'est une nature de mort, de souffrance, qui avec l'humilité de la vie quotidienne fait partie des sujets de prédilection du baroque. Vermeer peint Delft, sa bourgeoisie avec la jeune fille à la perle, mais aussi ses laitières. Rembrandt fait des portraits tout en contraste. Et Rubens s'essaye à tous les styles, du mythologique au religieux, en passant par l'animalier. Cet art s'intéresse à lui-même et est réflexif chez Vélasquez et sa Vénus au miroir, ou ses Ménines. Si chez tous ces peintres, la nature reste un modèle de beauté,
On voit qu'il ne s'agit plus de la nature idéalisée que l'optimisme humaniste de la Renaissance croyait pouvoir embrasser par la raison, mais une nature plus dramatique, diverse, chaotique peut-être, fluctuante en tout cas, où les passions de l'homme font partie des sujets désormais représentables, d'où une recherche d'expressivité et non plus de rationnelle objectivité de la part des artistes. En s'interrogeant sur l'existence d'une beauté naturelle qu'il s'agirait pour les artistes d'imiter, on a vu qu'on l'avait défini comme un idéal rationnel à la Renaissance, puis un terrain d'expressivité moins objectif et peut-être même subjectif dans le maniérisme et plus encore le baroque. On pourrait croire alors que chaque artiste est libre de se figurer la nature qu'il veut, et qu'on ne dispose plus véritablement d'un modèle unifié et universel. Ce serait, en somme, la dissolution de l'idée de nature comme modèle d'un beau clairement identifiable. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans l'histoire de l'art. Après la génération baroque, on va au contraire dans le classicisme en revenir à l'idée que l'artiste ne doit pas simplement déchaîner ses passions dans son œuvre, mais chercher rationnellement les codifications qui vont permettre de donner à son œuvre la beauté qu'ont les choses de la nature. On n'abandonne donc pas l'idée d'une codification du goût à l'âge moderne, comme on le verra plus en détail dans le prochain épisode dédié à la notion de mauvais goût. On se donne au contraire beaucoup de règles, de vraisemblance et de bienséance notamment, mais ces règles font toujours référence à la nature, et s'en réclame. Le mauvais goût, pour les artistes du XVIIIe siècle, correspond à l'excès d'artifice, souvent reproché au baroque. Le bon goût, c'est d'avoir l'air naturel, en dépit des artifices qui accompagnent bien souvent la vie de cour où évoluent les artistes, évidemment. Il y a bien sûr des enjeux politiques derrière ces oppositions, chaque nouvelle cour dominante en Europe voulant affirmer son esthétique et imposer sa vision du monde à travers l'art. Mais ils ne sont pas explicites et reposent sur des discours qui se revendiquent tous de l'idée de beauté naturelle qui sert de fondement contre l'arbitraire des modes artistiques. Emmanuel Kant permet de préciser ce rapport intéressant à la nature qui apparaît à son époque comme la norme des beautés que doivent produire les artistes. Il est l'un des premiers penseurs après Baumgarten à faire de l'esthétique, c'est-à-dire à définir l'art par la réception du sujet et le sentiment esthétique qu'il ressent, et pas simplement par des règles scientifiques et des canons du beau mathématique qui vaudraient absolument en raison. Passer du beau objectif à un sentiment de beau subjectif n'implique pas cependant pour lui qu'on abandonne l'idée d'une universalité du beau. En dépit du proverbe sur la relativité des goûts et des couleurs, certaines beautés devraient être reconnues unanimement selon Kant. Les plus simples en la matière sont les beautés naturelles. Et l'art doit donc puiser sa source dans la nature. Dans la critique de la faculté de juger, la deuxième définition du beau est beau ce qui plaît universellement sans concept. Or, cette définition n'est pleinement satisfaite que dans les beautés naturelles. Car comme l'explique le paragraphe 48, une beauté naturelle est une belle chose. La beauté artistique est une belle représentation d'une chose. Afin de juger une beauté naturelle comme telle, il n'est pas nécessaire que je possède au préalable un concept de ce que l'objet doit être en tant que chose. En d'autres termes, il ne m'est pas nécessaire de connaître la finalité matérielle, la fin, mais au contraire la simple forme, sans connaissance de la fin, plaît pour elle-même dans le jugement. Mais quand l'objet est donné comme un produit de l'art, et doit être déclaré beau comme tel, il faut, puisque l'art suppose toujours une fin dans la cause et en sa causalité, qu'un concept de ce que la chose doit être soit préalablement mis au fondement. De fait, quand on regarde un beau coucher de soleil, on ne se demande pas si on l'aime parce qu'il répond bien aux standards de notre concept de coucher de soleil, aux attentes qu'on a en termes de couleur, d'intensité, de taille, de durée. Non, on apprécie sa beauté spontanément. Alors que pour apprécier un portrait peint et le trouver beau, on doit déjà juger d'après le concept qu'on possède de son modèle, s'il lui ressemble. Juger aussi d'après les normes de représentation de notre époque, si les proportions, les couleurs, le cadre, la pose ou les contrastes répondent aux canons qu'on conçoit. On intellectualise davantage la chose. Le paragraphe 16 explique qu'on peut distinguer beauté libre, sans concept de ce que doit être l'objet, et la beauté adhérente, quand on évalue l'objet par rapport à la norme du concept. Si je ne sais pas ce qu'est un cheval, je ne peux pas juger cette peinture de cheval-là belle ou non, et ce, même pour apprécier le décalage à la norme. Il semble que pour juger de l'art, si une représentation est belle ou non, il me faille le concept. Alors que pour la nature, Kant prétend que non. Nous savons qu'un lac de montagne enneigé est beau, pas parce que nous le comparons à nos attentes, mais simplement par l'évidence de sa beauté. Le plaisir que nous éprouvons est sincère, il n'est pas social, déterminé par ceux qui nous entourent, ou simulé pour faire plaisir à un artiste qui aurait fait une œuvre pour nous. La nature n'a pas travaillé en vue de mon agrément,
Et en même temps, ces belles formes ne paraissent pas contingentes, et c'est bien cela qui fait naître un plaisir pur. Le public doit donc espérer se rapprocher de ce modèle, en jugeant d'une œuvre d'art comme il le ferait d'une beauté dans la nature extérieure. Cela demande un changement actif de perspective, pour passer d'un rapport au monde utilitaire à un rapport esthétisant. Même si l'art peut être académique, répondre à des règles de bienséance et des standards du bon goût, et le public les connaître, on doit en effet apprécier une œuvre d'art en ayant un jugement réfléchissant, en vue de la règle qui oriente le bon goût, et non un simple jugement déterminant, selon la règle, qui la suivrait aveuglément. Sans cela, on ne fait que comparer l'œuvre à nos standards de ressemblance et de réalisme, ou de bienséance. On peut trouver l'œuvre fidèle, mais on n'aura pas d'émotion esthétique. Évidemment, c'est seulement l'art de qualité excellente qui arrive à nous mettre dans cette disposition, en faisant oublier au public de juger d'après des standards banals de ressemblance, de composition ou de couleur, et en frappant immédiatement les sens. Le génial créateur doit pour cela s'inspirer de la beauté naturelle, une fois encore. Il est un favori de la nature qui arrive à faire apparaître l'art en tant que nature. Le paragraphe 45 reprend l'idée classique qu'il faut, pour l'artiste, cacher l'art par l'art même, en faisant oublier qu'on est face à une œuvre produite par le labeur de l'artiste. Un bon peintre fera une toile si évidemment belle qu'on la regardera avec la même évidence que la beauté d'un soleil couchant. On ne trouvera pas de recette et on n'en cherchera même pas. L'œuvre aura l'apparence inexplicable de la beauté naturelle. Le jugement esthétique doit être le même face à la beauté artistique et à la beauté naturelle. Nous pouvons énoncer la proposition générale qui concerne aussi bien la beauté naturelle que la beauté artistique. Est beau ce qui plaît dans la simple appréciation et non dans la sensation ni par l'intermédiaire d'un concept. Kant entend montrer par là que le jugement de goût ne peut être réduit à un consensus utilitariste a posteriori dans lequel chacun chercherait à faire partager son plaisir aux autres, quitte à sacrifier le sien. Il établit l'a prioricité du jugement de goût. C'est important pour lui, parce que si l'on peut faire ça pour le beau, on le peut sans doute aussi pour le bien. Kant vante les beautés naturelles parce qu'elles démontrent une immédiateté du jugement de goût, qui doit être aussi celle du jugement moral, universel, absolu et non médiat. Le problème qu'on aperçoit, c'est que cette nature qu'on se donne à toutes les époques comme modèle n'est jamais la même, et qu'il semble toujours que l'humain y projette beaucoup de ses intérêts d'époque. Comme on le verra dans un épisode à venir, tout le monde, au XVIIe et XVIIIe siècle, se réclame de la nature, et pourtant ce sont des esthétiques concurrentes et opposées qui se développent. Alors qui est vraiment dans le naturel, et qui est dans l'artifice de mauvais goût? La distinction est-elle d'ailleurs toujours facile à tracer? Diderot, dans son Salon de 1767, explique qu'il trouve ainsi une beauté aux œuvres d'art non entretenues, laissées à leur destinée dans les parcs, jardins, vieux châteaux pleins de lierre, une beauté des ruines, entre art et nature. Au XVIIIe siècle, il y a toute une mode des fausses ruines d'ailleurs, qu'on bâtit simplement parce qu'on trouve ça joli dans les jardins. La ruine présente l'œuvre humaine tout en produisant l'impression d'être une œuvre de la nature. C'est la dégradation de l'œuvre qui retourne à la nature, qui est belle. Ce qui pourrait nous sembler l'expression par excellence de la beauté naturelle, le paysage, n'est peut-être même pas un bon exemple de beauté naturelle. Paysage est lui-même un terme pictural. Il vient de l'italien paesaggio, qui signifie tableau. Peut-il y avoir paysage sans regard esthétique informé? Existe-t-il un regard naturel sur le paysage? Ou sa découpe est-elle déjà toujours le résultat d'un apprentissage et d'un geste esthétique? Quand on trouve une beauté aux pierres imagées, comme Caillois dans l'écriture des pierres, c'est qu'elle suggère immédiatement une figuration, des formes humaines, des paysages. On n'a pas vraiment affaire, là non plus, à une nature artiste ou à un art naturel. C'est plutôt ce qu'on projette sur la nature qu'on trouve beau. Toute la philosophie de l'art après Kant va critiquer le primat de la beauté naturelle, voire le nier. L'art va devenir site premier et exclusif de la beauté. Bergson établit une continuité entre les beautés naturelles et artistiques dans son essai sur les données immédiates de la conscience, mais c'est en faisant des artistiques les plus grandes et presque le modèle des autres. On pourrait se demander si la nature est belle autrement que par la rencontre heureuse de certains procédés de notre art, et si en un certain sens, l'art ne précéderait pas la nature. C'est pour cela qu'il est plus efficace et fin selon lui. Si les sons musicaux agissent plus puissamment sur nous que ceux de la nature, c'est que la nature se borne à exprimer des sentiments au lieu que la musique nous les suggère.
Schelling, dans Système de l'idéalisme transcendantal, ne dit pas autre chose. Il réplique à Kant que si l'on s'extasie devant les beautés naturelles, c'est parce qu'elles sont rares, dues au hasard de ressembler à des œuvres d'art humaines. Si la nature est parfois belle, ce n'est qu'une beauté accidentelle, ni voulue, ni produite. On voit dès lors immédiatement le cas qu'il faut faire de l'imitation de la nature comme principe de l'art, puisque, loin que la nature qui n'est belle qu'accidentellement serve de règle à l'art, c'est au contraire ce que l'art produit dans sa perfection qui fournit le principe et la norme pour juger de la beauté naturelle. La nature est imparfaite, matérielle, et si nous la prenons pour modèle artistique, c'est en projetant sur elle nos idées et en nous amusant à tester sur elle la puissance de l'esprit humain pour en percer le sens. La nature n'est rien de plus pour l'artiste que ce qu'elle est pour le philosophe, à savoir seulement le monde idéal apparaissant sous de continuelles limitations ou seulement le reflet imparfait d'un monde qui existe, non en dehors de lui, mais en lui. Hegel défend explicitement dans son esthétique l'idée que la beauté naturelle est en fait relative à l'esprit qui l'appréhende. Les spectacles naturels ne sont pas tous beaux, ainsi on ne trouve jamais des insectes beaux, mais par contre on admirera un cheval au galop, c'est selon Hegel parce que son mouvement nous rappelle la spontanéité, l'animation et la liberté des mouvements humains. Il nous donne l'idée de liberté dans sa forme et mobilité qui nous rappelle notre propre essence. C'est l'esprit la véritable beauté, donc dans les choses naturelles, le corps humain qui l'incarne. L'humain, qui est le plus beau sujet du peintre, n'est lui-même beau qu'en tant que son corps est expressif de son intériorité. Le visage renvoie par exemple beaucoup des émotions et des idées intérieures de celui qui pense. Même un paysage peint n'est beau que parce qu'il renvoie aux états d'âme du peintre, ou à ce qu'on est censé ressentir devant lui. De la mélancolie devant un paysage brumeux, un sentiment de gloire et de réussite devant un sommet enluminé, une tristesse solitaire devant une campagne grisâtre et hivernale. Les œuvres d'art montrent la liberté à l'œuvre. Toute représentation artistique est supérieure à une beauté naturelle pour Hegel, une peinture de paysage par exemple au paysage peint, ou une nature morte à une coupe de fruits qu'on ne regarderait même pas dans son salon, car c'est un produit de l'esprit. En rester à une esthétique naturaliste de la production artistique et du génie, c'est en rester à une réduction naturaliste de l'art et donc en rater l'essence. En somme, la beauté naturelle a sa norme hors d'elle-même et après elle, dans l'art. Je ne vais trouver beau un aspect de la nature que si j'ai appris à voir par l'art. Ce dernier n'est donc pas simple imitation de la nature, il est sa révélation, son dévoilement, une adjonction d'intelligence à la matière. Merleau-Ponty le dit d'une façon moins idéaliste et plus phénoménologique dans Le visible et l'invisible, mais l'idée est la même. L'art, c'est montrer comment la nature se montre, donc lui ajouter un niveau supplémentaire non naturel. La nature est souvent hostile, dangereuse, elle donne peu d'occasion à la contemplation. Un Sherpa qui porte les bagages de touristes himalayens a sans doute du mal à trouver de la beauté dans les cimes alentours, où il peine et risque sa vie. Ce n'est que lorsque nous sommes disponibles à la contemplation et décidons de cadrer le paysage d'une certaine façon, qu'au milieu des couleurs fades, des formes asymétriques et des motifs sans intérêt, nous trouvons quelque chose qui évoque une forme à notre œil, et que notre esprit décide de reconstruire en se focalisant dessus pour y mettre de la beauté. Si on apprécie esthétiquement la nature, c'est en se désintéressant d'elle, et en ne la regardant plus de manière pratique, c'est-à-dire en la vivant comme un esprit et non plus un animal biologique qui chercherait son utilité. Comme l'explique Sartre dans l'Imaginaire, quand je trouve une femme très belle, elle peut tuer mon désir, car je l'appréhende en analogone d'elle-même, comme ce qui suscite une image, et je suspends, par exemple, mon désir qui reviendrait à la considérer encore comme objet naturel et moyen de mon plaisir. De fait, l'attitude contemplative, qui permet à quelque chose d'être apprécié pour sa beauté, est une question de recul, de détachement de l'attitude utilitaire, comme le dit John Dewey. Dans L'art comme expérience, il regrette que nous n'ayons pas cette attitude contemplative plus souvent, et que nous vivions dans un monde centré sur l'utilitaire, où l'on est pressé de partir de chez soi pour aller au travail avant d'en revenir, sans jamais contempler le monde autour de nous. On pourrait pourtant lui trouver de la beauté, même dans les paysages urbains contemporains, car après tout, un camion de pompiers rutilant ou une odeur de bitume chauffée par le soleil après la pluie ont de la beauté à qui sait la sentir. Ce n'est pas une beauté proprement artistique, puisqu'on ne parle pas d'œuvre d'art ici, pas non plus une pure beauté naturelle, c'est une beauté esthétique permise par une esthétisation active de notre environnement. Benedetto Croce affirme ainsi que la beauté est dans l'œil du spectateur, c'est-à-dire dans notre manière de voir les choses, de cadrer les paysages, de se faire des films ou des histoires au sujet du réel. L'esthétique comme science de l'expression dit ainsi:
La nature est belle seulement pour celui qui la contemple avec l'œil de l'artiste. Mais si la beauté n'est pas dans la nature et dans les choses, mais dépend de notre attitude à l'égard des choses, cela en fait un état psychologique individuel. Chacun aurait alors sa propre version de la beauté, et elle n'aurait plus rien d'universel. En fait, on peut peut-être dire avec Benedetto Croce que la beauté continue d'avoir une portée universelle, ou au moins générale, parce qu'elle est le produit de notre culture artistique commune, et pas de la fantaisie de chaque individu. En effet, si nous trouvons des choses belles dans le monde, c'est parce que nous avons été incités à les trouver belles par les standards de beauté de notre culture, qui sont partagés très globalement. En particulier, l'art pictural nous donne à travers l'histoire des repères communs pour savoir ce que nous trouvons beau, des modèles de beauté physique, mais aussi des manières d'apprécier et de composer des scènes, avec des plans, des lumières et des sujets qui sont valorisés par l'histoire de l'art. Les médias diffusent les œuvres les plus connues, qu'on a tous vues à la télévision, dans les magazines, les manuels scolaires ou sur des cartes postales et posters. Elles nous apprennent à regarder le monde différemment et même à apprécier des plaisirs esthétiques qui ne sont pas évidents au premier abord, mais qui peuvent parvenir à ceux qui acquièrent cette culture artistique. Ainsi, lorsque Swann, un des personnages de La Recherche du temps perdu de Proust, rencontre Odette, une mondaine qui fréquente les mêmes salons, il ne la trouve pas belle d'abord, mais il va se mettre à l'apprécier et va même tomber amoureux parce qu'il lui remarque une ressemblance avec la Zéphora de Botticelli. Plus loin de l'évidence encore, les klaxons d'un embouteillage peuvent sembler être un simple bruit désagréable, mais peut-être l'amateur de musique électroacoustique contemporaine, familier de Pierre Henry, de Schaeffer ou de John Cage, y verra-t-il des similitudes avec des compositions musicales utilisant aussi les bruits. Il pourra alors y trouver de la beauté. La beauté naturelle existe alors comme construction artificielle de l'humain. Imprégnés de canons esthétiques issus des arts visuels, de la peinture, du théâtre, du cinéma de nos jours, nous sommes capables d'avoir l'attitude contemplative nécessaire et avons incorporé les modèles de beauté permettant de repérer dans le réel des ressemblances avec eux. C'est à l'école des œuvres d'art, des musées, qu'on apprend à mettre entre parenthèses l'existence de l'objet pour le contempler comme tel. Dans Jules et Jim de Truffaut, souvent les personnages font un cadre de cinéma avec les mains pour regarder les choses. C'est parce qu'on a d'abord regardé des œuvres d'art et qu'on vit le monde à travers des concepts artistiques qu'on peut reconnaître dans la nature ou l'environnement des beautés, quand l'homme cadre son regard sur les choses d'une façon esthétique. Il y aurait un effet rétroactif de l'art sur la vie. Plus on a de culture à ce rythme, plus le monde recèle de beauté. Pour l'esthétique cognitiviste américaine et Allen Carlson, c'est par notre culture artistique qu'on apprécie une œuvre d'art en sachant la recontextualiser historiquement et pas une évidence naturelle. Et de même, on apprécie un paysage naturel grâce à notre culture artistique, mais aussi scientifique, qui nous permet de le comprendre. La nature n'existe peut-être même pas en elle-même dans ce cas. L'homme a partout affecté son environnement en l'organisant. Même les zones dites vierges ne le sont pas vraiment. On a retrouvé en Amazonie des traces de civilisations préhistoriques qui ont changé la diversité florale de la zone. Les zones laissées en friche aujourd'hui sont d'ailleurs des zones protégées par l'humain, donc faites par lui. Et elle n'aurait pas eu la même évolution sans lui. On ne peut se figurer ce qu'aurait été un monde bis sans présence de l'homme pour artificialiser la nature. Dans notre monde, celle-ci est tellement retravaillée par l'homme que certains parlent d'une disparition de la nature réelle au profit d'une nature contrôlée par l'humain et artificialisée. La mer ou la montagne sont construites par les infrastructures touristiques et par notre regard moderne esthétisant. Comme le dit Rosset dans l'Antinature, toute nature n'est que de l'artificiel qui a réussi et s'est sédimenté. Une production humaine dont on a oublié l'origine construite. Comment alors croire en la beauté naturelle ? Mais un chiasme est possible en art, si l'on tient à conserver l'idée de beauté naturelle au bout du compte. Les beautés naturelles ne sont jamais naturelles, mais c'est peut-être en oubliant leur nature arbitraire et culturelle, et en retrouvant à leur égard un rapport d'évidence et de spontanéité naturelle, que nous les goûtons le plus. Il faut pour cela oublier l'art et l'artificiel, et croire au naturel, même s'il n'existe pas. De la même façon pour l'artiste comme pour le public artistique, il est peut-être vrai que le bon art reste ainsi un art naturel. En effet, il vise la disparition de l'art dans ce qui est artificiel, puisque dans les œuvres artistiques, il n'y a rien d'aussi beau que d'oublier qu'il s'agit d'art. L'art cache les apparences de l'art pour se refaire nature, très souvent. Paul Valéry, dans Tel quel, explique que la beauté est un état limite, ni trop sensitif, ni trop intellectuel, où l'on n'a ni l'impression d'avoir simplement le trop-plein des émotions de l'artiste qu'il aurait jeté dans son œuvre avec toutes ses manières à lui,
ni un symbolisme à décoder par une raison toute abstraite, mais quelque chose qui frappe nos sens comme notre esprit sans qu'on sache ce qui se passe en nous, parce que c'est simplement évident et naturel. Toute nature est peut-être seconde nature, dans l'art comme dans le monde, mais si elle reste bien naturelle, c'est qu'on oublie sa nature seconde et produite, grâce à l'artiste qui a cherché à produire ce naturel en continuant peut-être d'avoir à l'esprit cette croyance utile qu'est la notion de nature. Les beaux-arts se sont constitués à la Renaissance en référence à une beauté naturelle, dont chaque époque s'est pourtant fait une idée culturelle bien particulière. Parfois idéal objectif de proportions mathématisables, parfois expression émotive de la nature humaine en ce qu'elle a de plus cru, subjectif et réaliste, parfois recherche de ce qui nous transporte hors du monde vers le transcendant, parfois de la trace de la transcendance dans le monde d'ici-bas, parfois de la beauté des apparences matérielles elles-mêmes, la nature et sa beauté ont servi des intérêts politiques et moraux contraires selon les objectifs véritables de ceux qui s'en réclamaient. L'idée serait donc un mythe, mais ses opposants ne sont pas dénués de mythes sur l'art non plus. Ainsi, à l'inverse de Kant, pour Schelling puis Hegel, le but est de se débarrasser de l'idée de beauté naturelle et d'imitation de la nature, en faisant de l'art une création libre, singularité absolue. Mais avec le recul, n'est-ce pas un mensonge romantique qui continue d'entretenir l'idée de l'artiste comme pur génie singulier, absolument original, alors qu'il est le produit de ses conditions matérielles, de sa classe sociale, de son époque, de la géographie de son pays, de sa formation ou de ses recherches. Et quand Sartre ou Dewey parlent de prendre un point de vue désintéressé et esthétisant plutôt qu'utilitaire sur le monde, n'entretiennent-ils pas le mythe d'un art pur, encore détaché des intérêts bassement matériels, pratiques, moraux ou politiques de l'époque, et censé sublimer le spectateur pour le transporter de manière un peu idéaliste vers un hors-monde qui n'existe peut-être pas en vérité? Nous en discuterons dans les prochains épisodes, ainsi que de ce que l'art contemporain fait de cette notion. On continue d'apprécier beaucoup d'œuvres, du cinéma à la littérature en passant par la danse, la peinture ou la poésie, pour les impressions de beauté qu'elles nous donnent, même si on recherche parfois des chocs esthétiques différents du côté du repoussant, de l'horreur, de l'originalité, du sublime, de l'édifiant ou du loufoque. Pour vous, est-ce un critère d'appréciation essentiel de l'art? Ou important au moins? Quels sont les classiques de l'histoire de l'art qui vous semblent les plus beaux et d'après quels critères? Objectifs ou subjectifs? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous avec la cloche pour voir les prochaines vidéos de cette série méta-esthétique sur les questions qui agitent l'art de l'âge classique au contemporain.